Le 1er juin 1937, Amelia Earhart quitte Miami. Alors, Amelia Earhart, elle a 39 ans, c'est une pilote américaine et à l'époque, elle est la femme la plus célèbre du monde de l'aviation. En 1932, elle a traversé l'Atlantique en solitaire, première femme à l'avoir fait. Le grand public l'adore, les journaux se l'arrachent et on l'appelle Lady Lindy. Alors donc, ce n'est pas son premier départ dans ce grand voyage. 10 jours plus tôt, le 21 mai, elle avait quitté Oakland, en Californie, avec son navigateur Fred Noonan. Une escale technique à Miami, quelques réglages de dernière heure, et c'est de là qu'ils s'élancent pour la plus grande aventure de leur existence. On n'avait jamais rien tenté de tel. Il s'agissait de faire le tour du monde par la route équatoriale, la plus longue qu'il soit, devenir les premiers à boucler le tour du globe sur le tracé exact de l'équateur. Ce n'est d'ailleurs pas leur premier essai. En mars de la même année, ils avaient tenté et cette tentative avait tourné court à Honolulu après que le train d'atterrissage de leur Lockheed Electra 10E s'était affaissé au décollage. On avait rapatrié l'avion en Californie, on l'avait réparé et maintenant il recommence. En sens inverse, cette fois, d'ouest en est, pour contourner les mauvaises conditions météo qui avaient compromis la première tentative. L'itinéraire est titanesque. L'Amérique du Sud, l'Atlantique vers l'Afrique, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Le 29 juin, après 21 jours de vol sur 30, ils posent leur appareil à La Haye, en Nouvelle-Guinée britannique. Ils ont parcouru 35 000 km, il ne leur en reste plus que 7 000 à parcourir. L'étape suivante est l'île Howland, un point minuscule perdu au milieu du Pacifique, à peine 2 km de long. Ils doivent y faire le plein avant de rejoindre les États-Unis. Le 2 juillet, ils décollent de La Haye. Ils n'arriveront jamais. Bienvenue à Récits de l'Inde. Avant de continuer cette histoire, souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne et mettez un petit pouce bleu, surtout si vous aimez bien, commentez, partagez et tout et tout. 20 heures après le décollage, le navire de la garde côtière américaine Itasca, qui est stationné au large de l'île Howland pour guider les aviateurs, capte les derniers messages radio d'Earhart. Elle est perdue, elle tourne en rond, elle cherche l'île, elle n'a plus de carburant, puis plus rien. On lance aussitôt des recherches d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de l'aviation, surtout de l'époque. La marine américaine mobilise des navires, des avions sur des centaines de kilomètres carrés d'océan. Pendant 2 semaines, on ratisse, on scrute et on sonde. Aucune trace. Le 5 janvier 1939, 18 mois après leur disparition, on les déclare officiellement morts. Le monde entier est resté sans voix et les questions, elles, ne se sont jamais tues. 3 ans passent. En 1940, Gerald Gallagher, qui est un fonctionnaire colonial britannique, se trouve en mission sur un atoll inhabité du Pacifique Sud, baptisé à l'époque Gardner Island et qui est appelé aujourd'hui Nikumaroro. L'île est à quelques 650 km au sud-est de l'île Howland. Et là, il découvre quelque chose. Il découvre des ossements humains. Ils sont incomplets, ils sont éparpillés sur une vaste étendue comme si quelqu'un ou quelque chose avait mis en pièces le corps dont ils provenaient. À proximité, il y a les restes de ce qui pourrait ressembler à un feu de camp. Le rapprochement avec la destination ultime d'Earhart et Noonan est troublant. On expédie les ossements aux îles Fidji. Le docteur Hoodless, qui est directeur de la Central Medical School, les examine avec soin et consigne ses conclusions dans un rapport détaillé. Ce squelette incomplet est celui d'un homme robuste, entre 2 âges. Il ne s'agit ni d'Amelia Earhart, ni de Fred Noonan. Comme les ossements n'appartenaient à aucun disparu identifié, on les élimine, l'affaire est close et on passe à autre chose. Et pendant des décennies, le dossier reste ouvert, mais sans avancée décisive, jusqu'en 2018 où tout bascule.
En 2018, Richard L. Jantz, professeur d'anthropologie médico-légale à l'Université du Tennessee, décide de reprendre l'affaire depuis le début. Les ossements ont depuis longtemps, bien entendu, disparu. Toute analyse ADN est désormais totalement impossible. Mais le rapport du Dr Hoodless, lui, il existe toujours. Ce document est précieux. Le médecin fidjien y a quand même consigné avec soin toutes les mesures qui étaient prises sur les os. Longueur, dimension, proportion. Ce sont des données brutes, froides et très précises. Jantz les extrait de leur contexte médical et les soumet aux techniques d'anthropologie médico-légale moderne, qui sont sans commune mesure avec les méthodes des années 1940, bien entendu. Et là, le résultat est sans appel. Hoodless s'est trompé sur plusieurs points essentiels. Ces ossements ne sont pas ceux d'un homme, non, ils correspondent aux mensurations d'Amelia Earhart avec une précision que Jantz lui-même qualifie de frappante. Sa conclusion, ces os correspondent aux caractéristiques physiques d'Earhart mieux que 99% des individus d'un vaste échantillon de référence. Pour parvenir à cette conclusion, Jantz a comparé les mesures des os à celles qu'une couturière avait prises sur Earhart des années plus tôt. Et ce document se trouve à l'université Purdue. La conclusion s'impose, ces os sont, selon toute vraisemblance, ceux d'Amelia Earhart. Alors, il faut cependant nuancer. Les ossements étant perdus, toute analyse ADN demeure impossible. La controverse subsiste quand même entre spécialistes. Certains estiment que la démonstration de Jantz repose sur trop peu de mesures fiables et des analyses contradictoires continuent à alimenter le débat. Mais les os ne constituent pas le seul indice. Parce que des chercheurs retournent sur Nikumaroro. Ils fouillent les abords du feu de camp. Ils y trouvent des objets qui datent des années 1930. Il y a des bocaux en verre, un talon de chaussure de femme, un miroir de poudrier et, parmi ces fragments du passé, un élément particulièrement troublant, c'est un flacon de crème destiné à atténuer les taches de rousseur. Amelia Earhart avait de nombreuses taches de rousseur. Elle utilisait ce type de crème pour les dissimuler, tout son entourage le savait. Et ce flacon se trouvait sur l'île. Certains vont objecter qu'aucun de ces objets ne peut être rattaché à l'aviatrice sans l'ombre d'un doute et que l'avion de Earhart était avant tout une citerne volante avec peu de place pour les affaires personnelles. C'est vrai. Mais leur présence conjuguée aux conclusions de Jantz représente quand même, pour de nombreux chercheurs, une convergence d'indices qui reste très difficile à écarter. Donc, Admettons par hypothèse que Earhart soit bel et bien arrivé sur cette île. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ensuite? La réponse à cette question est tout simplement terrifiante. Alors, Nikumaroro est inhabitée. Oui, elle est inhabitée par les humains. Mais l'île abrite l'une des créatures les plus redoutables de la planète, et c'est le crabe de cocotier. Birgus latro en latin, dont le nom signifie le brigand ou voleur, et son nom n'est pas usurpé du tout. C'est le plus grand arthropode terrestre du monde. Son corps peut atteindre 40 cm de long et son envergure d'une patte à l'autre dépasse parfois le mètre. Il pèse jusqu'à 4 kg. Certains auteurs affirment avoir observé des spécimens de 17 kg, ce qui constitue la limite théorique pour un arthropode terrestre. Ses pinces peuvent soulever des charges de 28 kg. Sa couleur varie du bleu violacé au rouge orangé selon son habitat et il a les yeux rouges grenat. Il grimpe dans les arbres jusqu'à 6 mètres de haut. Il arrache les noix de coco, descend, les brise d'un coup de pince et en consomme la chair, d'où son nom. Il mange des fruits, mais il mange aussi des charognes, d'autres crabes, ses propres congénères. Il s'attaque aux oiseaux endormis dans des branches, il leur brise les ailes avec ses pinces et il les traîne jusqu'à ses terriers pour les dévorer. Il a un odorat exceptionnel. Il perçoit une odeur à plusieurs centaines de mètres. Et il perçoit très bien l'odeur du sang. Le crabe de cocotier est nocturne. Le jour, il se terre dans ses galeries souterraines ou dans les anfractuosités des rochers, mais la nuit,
il sort en masse. Les rares chercheurs qui ont séjourné sur Nikumaroro rapportent qu'à la tombée de la nuit, des milliers de ces créatures émergent à la fois pour partir en quête de nourriture. Vous entendez bien, des milliers. Lorsque l'un d'eux s'empare d'une proie et se met à la déchiqueter, les autres accourent, attirés par l'odeur, par dizaines, par centaines, par milliers. Ils se jettent sur la proie et ils la mettent en pièces. Ce comportement explique que l'on n'ait retrouvé sur l'île que quelques os éparpillés. En 1940, Gallagher le note d'ailleurs dans son télégramme officiel, tous les petits os ont été emportés par les crabes de cocotiers géants. Des chercheurs ont voulu mesurer l'ampleur du phénomène, donc ils ont placé les restes d'un porc sur l'île pour observer la réaction des crabes. En quelques heures, la carcasse était réduite à néant. Viande, cartilage, fragments osseux, tout avait disparu. Les crabes avaient emporté les restes dans leur terrier ou dans des arbres à l'abri de tout regard. La thèse la plus répandue est donc la suivante. Amelia Earhart et Fred Noonan, incapables de trouver l'île Howland, mettent le cap au sud à la recherche d'autres terres. Ils atteignent les récifs peu profonds qui bordent Nikumaroro. Noonan est peut-être mort sur le coup ou peu après. Earhart, blessée, peut-être grièvement blessée, le corps en sang, réussit à gagner la rive. Elle allume un feu. Elle survit quelques jours, peut-être quelques semaines avec les maigres ressources dont elle dispose. Et puis une nuit, les crabes sortent. Ils sentent le sang, ils arrivent par milliers. Rien ne peut les arrêter, nulle part où fuir. Ce qu'il reste de ce qui fut la plus célèbre aviatrice du monde, ce sont quelques mesures osseuses consignées par un médecin fidjien dans les années 1940. De beaucoup de verre, un flacon de crème contre les taches de rousseur et le silence de l'île. Aujourd'hui, seuls les crabes de cocotier peuplent Nikumaroro. L'île relève de la souveraineté de la République de Kiribati. Pour s'y rendre, il faut obtenir une autorisation expresse des autorités kiribatiennes qui envoient un accompagnateur officiel. L'île ne dispose d'aucun aéroport, on atterrit sur un atoll voisin, puis on gagne Nikumaroro en bateau à travers ce que les navigateurs de la région appellent le couloir cyclonique. On ne peut s'y rendre qu'à certaines époques de l'année, et même alors, la traversée reste extrêmement dangereuse, et elle a été fatale à la plus célèbre aviatrice du monde. Faites bien attention lorsque vous voyagez, n'allez pas n'importe où. C'était Récit de l'ombre. Merci de m'avoir regardé. Je vous retrouve bientôt pour un autre récit. Au revoir.